Un jeune homme accomplit un rituel sous la pluie, implorant un grand être de répondre à son appel. Il est désespéré, implorant la célébrité, la fortune, le pouvoir et beaucoup d'argent pour changer sa vie. Le type a besoin d'argent pour soigner sa mère et rembourser la montagne de dettes que sa famille a accumulées. Pour cela, il offre son âme et son corps, devenant un serviteur de toute entité qu'il invoque. L'enfant supplie ensuite de devenir la star de cet être, et quelque chose dans son œil commence à briller. Juste à ce moment-là, une énorme vague d'énergie violette jaillit dans le ciel, montrant que sa demande a été entendue. Une étrange bulle d'énergie se forme et semble transporter quelque chose ou quelqu'un à son emplacement. Juste après que la lumière disparaisse, un homme différent apparaît, allongé sur le sol, complètement inconscient. Il se réveille un instant plus tard, l'air totalement confus et sans la moindre idée de ce qui se passe autour de lui. Avec un mal de tête lancinant, l'homme se demande où il est, car il se souvient d'être à son bureau, au travail. S'asseyant, le type met ses mains sur son visage, essayant de comprendre comment il a fini dans un endroit comme celui-ci. Voyant son reflet dans une flaque d'eau, il pense au travail qu'il a laissé inachevé et qu'il doit revenir dès que possible. Mais l'homme panique quand il réalise que ce n'est pas son visage, et il entre dans une panique totale. Il est complètement choqué parce qu'il réalise qu'il n'est pas seulement dans un endroit étrange, mais dans un corps différent. Et pour empirer les choses, un arbre géant et brillant apparaît soudainement dans la ville, le laissant avec encore plus de questions. Une voix mystérieuse félicite le jeune homme, qui est toujours complètement déconcerté, ne comprenant rien. Juste à ce moment-là, un livre flottant explique qu'il a été invoqué et, en récompense, le garçon peut faire 3 vœux. L'homme est stupéfait parce que les livres parlants n'existent pas sur Terre, et il comprend rapidement qu'il a été envoyé dans un autre monde. Il se plaint auprès du propriétaire original du corps, car pour un MC, 3 vœux sont un power-up assez nul. Mais l'enfant original révèle son premier vœu, qui est en fait d'avoir 10 vœux supplémentaires à utiliser. Avec un sourire sinistre, l'entité trouve la requête de l'enfant assez intéressante et très différente. La créature dit qu'elle pensait que quelque chose n'allait pas avec le contrat. Mais maintenant, elle voit que la situation est tout à fait différente. À cet instant, une gigantesque énergie violette jaillit du livre, envoyant notre personnage voler. Juste après, une créature démoniaque massive apparaît et le regarde fixement, remarquant qu'il a une nouvelle âme. Le type frappe le sol, terrifié, remettant en question le contrat d'âme et ce qu'est ce monstre. Le démon explique que le propriétaire précédent a utilisé son âme pour un vœu, et maintenant il possède le corps du garçon. Sous le choc, le personnage principal comprend qu'il n'a pas eu une seconde chance. Il n'était qu'un sacrifice. Voyant que sa vie est en jeu, le jeune homme décide qu'il doit sortir de là le plus vite possible. Cependant, avant qu'il ne puisse s'échapper, l'être gigantesque dit qu'il a oublié de mentionner une petite chose. Le monstre révèle que tenter de rompre le contrat déclenche une pénalité, et avec cela, son corps s'enflamme. Le type hurle de douleur alors que les flammes de la punition consument tout son corps. La créature le regarde avec dédain, trouvant son âme faible et un ennui total. Ensuite, l'être géant dit simplement à l'enfant d'en finir et de rencontrer sa fin, plus de retard. Mais même en feu, le garçon dit que selon les lois du contrat, il est exempt de responsabilité. Le démon est surpris et demande si un simple mortel veut vraiment discuter des règles avec lui. Notre type explique que l'entité aurait pu l'achever, mais ne l'a pas fait parce qu'elle le testait. Avec un regard confiant, il demande ensuite s'il est qualifié pour signer un nouveau contrat. Face à une telle audace, la créature démoniaque laisse échapper un rire court, sec et moqueur. Un instant plus tard, le monstre commence à rire aux éclats, disant qu'il est le premier à avoir osé négocier ainsi. L'être déclare que le jeune homme a piqué son intérêt, et un parchemin doré apparaît devant lui. L'entité propose que si le jeune homme réalise l'un de ses vœux, elle lui accordera une nouvelle vie en retour. Alors il demande 999 vœux supplémentaires, rendant le monstre furieux. La créature lui rappelle qu'il a une minute avant d'en avoir fini, et l'enfant se plaint qu'elle a copié son geste. Sans beaucoup d'options, le personnage principal semble céder et demande ce qu'il pourrait bien dire d'autre. Ensuite, il accepte la proposition, criant qu'il est partant, et le contrat d'âme apparaît. Il stipule que le porteur jure fidélité et doit remplir 999 conditions. Après avoir scellé le pacte, le garçon est transporté devant un vieux bâtiment sombre. Il se demande ensuite si cet appartement, numéro 3-5, est vraiment sa nouvelle maison. Avec des vêtements déchirés, il espère que personne ne l'a vu et grommelle que son nouveau patron vient de l'abandonner là. Le démon dit qu'il le trouvera quand il aura besoin de lui, et le jeune homme conclut qu'il doit obéir à son nouveau maître. Malgré la situation, le type décide qu'il ne sert à rien de se plaindre et qu'il va simplement prendre les choses au jour le jour. Alors il prend la clé et ouvre la porte pour enfin entrer dans son nouvel appartement. En ouvrant la porte, le personnage principal est accueilli par un petit endroit complètement saccagé. À ce moment-là, il réalise que personne n'est à la maison et que sa situation est encore pire qu'il ne l'imaginait. Il trouve un accord de près de 100, mais avant qu'il puisse le comprendre, une voix l'appelle Grunt. Soudain, un homme blond apparaît de nulle part et frappe le type en plein visage avec un coup de poing dur.
L'impact envoie l'enfant au sol tandis que l'attaquant demande pourquoi il a ignoré ses appels. Nous voyons qu'il y a 3 hommes, et l'un d'eux dit de ne pas s'inquiéter parce que l'enfant est un dur à cuire. Au sol et saignant, le jeune homme demande avec colère qui ils sont alors que son œil commence à briller. L'homme le frappe à nouveau et demande s'il a déjà oublié le prêt de la semaine dernière. L'agresseur l'humilie, disant que sa mère s'est endettée pour rien, parce qu'il est un prophète inutile. Le voyou continue l'humiliation, écrasant le visage du type et criant qu'il ne vaut rien. Dans un flashback, sa mère lui demande s'il abandonne, et il dit qu'il ne veut plus la voir souffrir. Le garçon explique qu'il a fait un cauchemar, où elle a travaillé jusqu'à s'effondrer et ne s'est plus jamais réveillée. Désespéré, le garçon dit qu'il ne veut pas que sa mère connaisse cette fin tragique à cause de lui. La femme le regarde simplement avec un doux sourire en écoutant les paroles de son fils. Alors le garçon se demande ce qui se passerait, il ne parviendrait pas à devenir prophète. Avec amour, sa mère lui touche la tête et le rassure, disant que tout ira bien. Elle promet ensuite que même si le ciel s'écroulait, elle serait toujours là pour le protéger. De retour dans le présent, l'œil du jeune homme brille, et il se souvient de croire davantage en lui. Voyant sa réaction, l'agresseur blond s'agace et traite l'enfant de déchet pour ne pas avoir répondu. L'homme se lance alors en avant avec un coup de poing puissant, mais une énergie bleue commence à rayonner du garçon. Rapidement, le personnage principal esquive et la brute est envoyée voler avec une force immense. Son partenaire panique et crie au blond d'arrêter parce qu'il pourrait finir par tuer l'enfant pour de bon. Choqué, le complice regarde sa propre main tandis que le jeune homme se lève avec une aura puissante. Au sol, l'agresseur est sous le choc et n'a aucune idée de ce qui vient de se passer. Le partenaire de l'agresseur est désemparé et dit que quelque chose ne va pas ici. Avec une aura massive, le gamin se demande ce qu'il y a de mal à vouloir se remettre sur pied. Puis, avec un regard froid, le jeune homme dit aux gars de se taire parce qu'ils sont ennuyeux. Voyant son arrogance, la brute se fâche, et son partenaire lui dit de donner une leçon au gamin. Les deux méchants acceptent d'estropier le garçon en marchant vers lui. Notre héros se rend compte qu'ils sont d'un niveau supérieur, mais il a un plan en tête. L'homme plus âgé se précipite alors en avant, criant sur le personnage principal pour l'intimider, mais le chevelu foncé peut maintenant clairement voir chacun de leurs mouvements. L'ennemi fracasse sa matraque sur le sol, créant un grand cratère. Quand la poussière retombe, il réalise que le jeune homme a disparu et se demande où il est allé. Soudain, le gamin apparaît derrière l'agresseur qui est complètement figé. Rapidement, le personnage principal assène un coup de pied puissant à l'autre bandit, l'envoyant voler. En l'air, l'homme se demande comment le gamin peut être si fort et rapide. Notre héros se déplace alors dans l'angle mort de son adversaire et irradie sa prochaine frappe. Avec son poing armé, il prévoit de casser les côtes de la brute pour mettre fin au combat. Cependant, le héros arrête la matraque de la brute avec une seule main, laissant l'homme complètement choqué. Le méchant se demande avec étonnement comment le gamin connaissait sa position sans même le regarder directement. Notre héros assène un coup de pied puissant à la poitrine de l'homme, l'envoyant voler au loin. Allongé sur le sol, l'ennemi implore pour sa vie et dit qu'il ne faisait que suivre les ordres d'un certain Lin Yu. En entendant ce nom, le personnage principal semble le reconnaître et se demande qui pourrait être cette personne. Le jeune homme lui dit d'envoyer un message qu'il paiera la dette, puis leur dit de prendre leur partenaire et de se perdre. Sur ce, le complice ramasse son partenaire inconscient et s'enfuit tandis que notre héros les regarde partir. Seul dans la pièce, le type regarde dans le vide et demande si son patron le surveille maintenant. Un livre apparaît et dit qu'il a aidé parce qu'il a détecté une puissance, et qu'il devrait être reconnaissant de ne pas avoir fini en chair à saucisse. Excité, le personnage principal confirme que le livre est son atout dans sa manche et demande à utiliser cette puissance tout le temps. Le livre se fâche et dit que sa puissance n'est pas pour les mortels et que le gamin a eu de la chance de ne pas y passer. Le type se demande alors s'il y a des avantages à travailler pour lui, car ce serait plus facile s'il était fort. L'entité dit qu'elle lui donnera une récompense utile, mais lui interdit d'utiliser à nouveau la puissance, sinon il périra. Dans ses pensées, l'entité au milieu du garçon a dépassé ses attentes et a bien contrôlé la puissance. L'entité se demande s'il pourrait être son destin, puis demande au jeune homme quel est son deuxième vœu. Interrogé sur son deuxième vœu, le jeune homme répond qu'il n'a encore rien pensé. Il prétend avoir beaucoup de vœux, et le livre l'aura quand le moment sera venu, alors il lui dit de faire ce qu'il veut. Ne sachant pas quoi faire, le type réfléchit qu'il ne connaît rien de ce monde et espérait une direction du livre. Sur ce, il décide de prendre le téléphone qu'il a trouvé sur le toit pour en savoir plus sur le propriétaire du corps. En parcourant l'appareil, il ne trouve que des messages sur les dettes et les achats de suppléments, mais rien sur la famille. Jusqu'à ce qu'un message spécifique attire son attention, le laissant complètement stupéfait. Le message de sa sœur disait que leur mère était tombée dans le coma et qu'elle était à l'hôpital de Tianlan. Sans plus attendre, le type sprinte vers l'hôpital mentionné dans le message. Dès qu'il arrive, il court dans les couloirs de l'hôpital, à la recherche de la chambre de sa mère. En trouvant la chambre, il voit une jeune femme dos à lui, assise à côté du lit où repose sa mère. Il sent une tension étrange dans l'air et pense que n'importe qui serait en colère contre sa négligence. Juste à ce moment, le jeune homme réalise que cette fille est probablement sa sœur,
Jio Yuking, et que la personne allongée dans le lit d'hôpital serait alors sa mère. Il s'approche et regarde le visage de la femme dans le lit, qui est maintenant sa mère. Le personnage principal se souvient à quel point elle avait l'air différente et se demande si son état est de sa faute. En entrant dans la pièce, le jeune homme s'excuse d'avoir mis si longtemps et demande comment va leur mère. Mais sa sœur, avec un regard de mépris, demande quelle est son excuse cette fois. Elle se lève alors et demande sarcastiquement s'il s'entraînait ou invoquait des dieux. Avec colère, la fille révèle que leur mère a travaillé jusqu'à l'épuisement pour rembourser ses dettes. En pleurant, elle hurle, demandant pourquoi il n'est jamais venu leur rendre visite puisque la famille a tout donné pour lui. Elle continue, disant que pour payer les dettes, leur mère n'a même pas pu être transférée en soins intensifs et a failli ne pas s'en sortir. Le type est sans voix, et une seule larme coule sur son visage, tombant sur le sol. Après sa crise de colère, sa sœur se rassied et dit qu'elle et leur mère en ont assez de tout ça. Elle laisse une carte pour 6 mois de dépenses et l'informe qu'elle s'occupera seule de leur mère à partir de maintenant. Choqué, le type demande ce que cela est censé signifier alors qu'une larme s'échappe de son œil. La fille déclare alors froidement qu'à partir de ce moment, ils n'ont plus aucun lien. Marchant seul dans la rue, le livre demande s'il s'est senti mal à propos des mots de cet humain. Le livre continue, disant qu'elle est comme une étrangère pour lui et que la faute n'était pas vraiment la sienne. Le jeune homme dit qu'il ne s'attendait pas à ce genre de discours d'encouragement et qu'elle lui a juste rappelé son propre passé. Puis il rappelle au livre que s'il prouve sa valeur, le livre l'aiderait à devenir plus fort. Le type demande alors si en devenant assez fort, il pourra compenser tout ce qui s'est passé. L'entité répond oui, mais à condition que le jeune homme prouve d'abord sa valeur. Il pense alors à son soi-disant point de destin alors qu'il marche seul à travers la ville. Le livre dit au jeune homme de ne pas le décevoir alors qu'une aura bleue enveloppe son corps. Nous ouvrons sur la ville de Wright où un bâtiment lumineux appelé le YOI Club se démarque. À l'intérieur, un chef de la mafia parle à son homme de main qui rapporte que 3 de leurs collecteurs ont été malmenés par un étudiant. Le grand patron se plaint que leurs tactiques font fuir les clients, c'est pourquoi plus personne n'emprunte d'argent, et lui dit de régler ça. Mais l'homme de main insiste sur le fait que cette affaire est différente. Les gars qui ont été battus étaient un niveau 3 et un niveau 2. Il poursuit en expliquant que leur agresseur était un étudiant qui venait d'atteindre le niveau 2 d'apprenti. Sis est stupéfait par cette nouvelle et demande qui a réussi un tel exploit. Le rapport, avec une photo de notre personnage principal, suggère que sa force réelle doit être au moins de niveau 3 pour qu'il en ait un. Un sourire se répand sur le visage du patron. Il trouve amusant que le gamin essaie de cacher sa véritable puissance. Il ordonne alors à son homme de main de garder un œil sur le gamin, car un talent comme celui-là ne devrait pas être gaspillé. Coupé à un autre endroit par une journée ensoleillée et lumineuse. Nous voyons notre héros faire un jogging matinal dans les rues de la ville. Juste à ce moment, un homme plus âgé le repère et l'appelle, surpris de le voir debout si tôt. Le voisin essaie de vendre à Joe Shen des suppléments pour débutants, allant jusqu'à 400 la bouteille. Notre héros refuse poliment, disant qu'il est encore approvisionné, alors le voisin lui offre une réduction. Regardant le gamin partir, le vieil homme songe qu'il semble beaucoup plus énergique ces derniers temps et se demande s'il a une petite amie. Il a passé les derniers jours à s'habituer à son nouveau corps, et avec ses souvenirs fusionnés, il commence enfin à comprendre comment fonctionne ce monde. Dans ce monde, les gens utilisent des suppléments spéciaux pour acquérir des pouvoirs et sont connus sous le nom de locuteurs. Ce qu'il faut pour en devenir un coûte super cher, ce qui explique pourquoi l'ancien propriétaire de ce corps était criblé de dettes. Notre héros ne connaît pas encore ses propres limites, mais il est sûr d'une chose concernant sa nouvelle force. Même les speakers les plus faibles sont bien plus forts que les gens normaux, un fait qu'il a encore du mal à intégrer. Soudain, sa poche se met à vibrer. Il se demande bien qui peut l'appeler si tôt. Le délégué de classe lui rappelle que son congé maladie est terminé, et qu'on l'attend en cours. Il fait comme si de rien n'était, disant qu'il s'en souvenait parfaitement, mais en réalité, l'école avait complètement disparu de son esprit. Notre héros se dirige vers l'école, le lycée Rhetland. En classe, le professeur donne un cours sur l'impact des speakers sur l'économie mondiale. Notre protagoniste est attentif et apprend que le statut d'un speaker dépend de son niveau de puissance. On nous montre les classements qui vont du rang E jusqu'au rang S, le plus élevé. Il est également mentionné que ceux qui atteignent le rang S sont considérés comme des dieux parmi les hommes. Cette structure de pouvoir, le monde est divisé en 5 niveaux, le 5e étant le plus bas. Seuls ceux qui sont de rang D ou plus peuvent entrer dans les niveaux principaux, qui sont des symboles de pouvoir et de statut. Notre héros se dit que, puisqu'il est au bas de l'échelle, sa priorité absolue est de trouver un moyen de monter en niveau rapidement. Soudain, alors qu'il est perdu dans ses pensées, quelque chose heurte l'arrière du cou de notre protagoniste. Se vante de son tir parfait. Le copain du tyran renchérit, le narguant et disant qu'il est si faible qu'il pourrait être mis hors d'état de nuire avec un seul coup de poing. Le garçon se dit, peu importe où tu vas, il y aura toujours des crétins comme ça. Juste à ce moment-là, le professeur annonce un test de conditions physiques, disant à tout le monde de se changer et de se diriger vers le terrain d'entraînement. Sur le terrain d'entraînement du lycée Wright Speaker, les élèves sont rassemblés. Pendant qu'ils s'étirent, notre héros pense que le programme scolaire est facile,
car il s'agit surtout d'éducation physique. Mais, bien sûr, le tyran de tout à l'heure s'approche de Jioshin pendant qu'il s'étire. D'autres élèves remarquent la confrontation et commencent à murmurer qu'il semble qu'une bagarre va éclater. Un élève marmonne que ces gars ne se lassent jamais de l'embêter. Le tyran attrape notre protagoniste par le col, le narguant au sujet de ses bonnes notes au test. Il continue en disant que dans le monde des speakers, tout se résume au niveau et à la puissance, le traitant de déchets sans valeur. Mais notre héros rétorque que, selon cette logique, le tyran n'est aussi qu'un niveau, un déchet. Est absolument stupéfait par la répartie inattendue de notre protagoniste. Le tyran se jette en avant, jurant de fermer la bouche de notre héros pour de bon. Mais notre protagoniste attrape le coup de poing d'une seule main, l'arrêtant net sans même transpirer. Il demande calmement si le tyran a fini de parler, laissant le gars complètement abasourdi. Le tyran commence à paniquer, il n'arrive pas à retirer sa main et sent une aura terrifiante émanant du garçon. Avec les yeux brillants d'un bleu éclatant, notre héros demande si c'est à son tour de fermer la bouche de quelqu'un d'autre maintenant. Terrifié maintenant, le tyran commence à balbutier, disant au protagoniste d'attendre une seconde. Une aura puissante balaie la zone, faisant s'arrêter notre héros et lever les yeux. Il ressent une pression accablante, mais elle ne vient pas de lui. Une voix inconnue commente que le garçon a beaucoup de culot à faire une scène. Le professeur de PS se montre, exigeant de savoir qui leur a donné la permission de faire du grabuge. Le professeur fixe alors Jioshin du regard, le traitant de voyou pour avoir causé des problèmes lors de son premier jour de retour. Avec un sourire innocent, le garçon prétend qu'ils étaient juste en train de faire un match d'entraînement amical. Notre héros lâche le poignet du tyran, qui le repousse avec colère. Le professeur leur ordonne d'arrêter et dit à tout le monde de se préparer pour le test. Il leur rappelle que l'examen final est dans seulement 3 mois, et plus important encore, le tournoi d'échange aussi. Il dit qu'une bonne performance leur apportera la gloire, et pour les aider, il se trouve qu'il vend des compléments alimentaires importés à 6000 unités. Un des élèves commence le test mais abandonne après seulement 24 répétitions. Le tyran de la classe se pavane, enchaînant facilement 50 répétitions. Notre héros regarde tout cela avec une expression ennuyée, pensant que le test de speaker semble assez basique. Juste à ce moment-là, la déléguée de classe s'approche de lui et lui demande s'il va bien. La fille admet qu'elle était inquiète quand il était absent et pensait qu'il avait pu arriver quelque chose de mal. Elle s'énerve, cependant, et dit qu'elle était juste curieuse. Notre protagoniste la remercie de son inquiétude. Elle lui demande ensuite s'il va acheter les compléments alimentaires, mais il plaisante en disant qu'il est probablement le seul fauché ici. Liu Tianqin l'avertit que s'il n'en achète pas, ses résultats au test pourraient ne pas être si bons. Juste à ce moment-là, elle est appelée pour son test, elle lui dit au revoir et lui souhaite bonne chance. La déléguée de classe commence l'exercice, mais elle a du mal à faire les tractions. Le professeur note qu'elle a fait 25 répétitions, comme par hasard après avoir acheté 2 bouteilles de compléments alimentaires. Le garçon comprend maintenant. Le professeur donne un coup de pouce à ceux qui achètent ces produits, mais il n'en a ni besoin ni les moyens. Le professeur appelle le nom de Zhu Shen. Il dit calmement qu'il arrive. Le professeur le regarde d'un air mauvais, pensant à la façon dont ce garçon n'a pas acheté une seule bouteille de ses compléments alimentaires. Avec un sourire narquois, le professeur décide qu'il va faire échouer le garçon pour faire un exemple pour le reste de la classe. Le garçon vérifie l'équipement. Ça a l'air normal, mais il a l'impression qu'il y a un piège dans ce test de speaker. Sans hésiter, notre héros se met en position et agrippe la barre, prêt à commencer. Et c'est à ce moment-là que ses yeux s'écarquillent de surprise. Soudain, son corps se sent plus lourd. Il réalise qu'un cristal sur le bracelet de l'équipement ajoute du poids au test. Mais le poids supplémentaire a une limite, et avec sa force actuelle, c'est un jeu d'enfant pour lui de s'adapter à la nouvelle charge. Avec une aura bleue qui s'embrase, il décide de vraiment tester ses limites. L'indicateur de poids grimpe de 20 kg jusqu'à dépasser 100. Les autres élèves regardent, totalement choqués. Ils reconnaissent Zhu Shen mais sont époustouflés par son incroyable force. Il maximise la machine en enchaînant près de 100 répétitions. Ses camarades de classe paniquent, disant qu'il est déjà au 2e rang. Quand il a fini, il tombe au sol avec assez de force pour fissurer le trottoir. Totalement impressionné, les autres élèves l'assaillent, lui demandant son secret et quel genre de compléments alimentaires il prend pour être aussi fort. Le professeur regarde de loin, complètement abasourdi, se demandant comment les statistiques physiques du garçon ont pu grimper aussi vite. Il exclut les produits dopants et commence à transpirer. Si le mot se répand que ce gamin est monté en niveau sans aucune aide, son commerce de compléments est fichu. Furieux que son business parallèle soit menacé, le professeur décide qu'il est temps d'enseigner à ce gamin une précieuse leçon sur la façon dont le monde fonctionne réellement. Coupé au bureau du directeur, où il est abasourdi par la nouvelle de l'annulation des matchs du 2e tournoi classé. Il est au téléphone, se plaignant que sans soutien approprié, il leur est impossible de produire un étudiant de 3e rang. Le directeur raccroche le téléphone après avoir reçu la mauvaise nouvelle. Il déplore le fait que l'école a à peine les ressources nécessaires pour maintenir son statut de 2e rang, et qu'ils ont désespérément besoin d'un étudiant vedette.
Désespéré, il se demande si l'Académie Right Speaker va réellement sombrer sous son mandat. Juste à ce moment-là, on frappe à la porte, et le professeur de PS, Tianjijia, entre. Il remet les résultats des tests, disant que la performance était excellente, et qu'ils sont sûrs de produire de grands orateurs. Le professeur ajoute ensuite que, bien que les résultats soient globalement excellents, il y a une exception qu'il ne considère pas apte. Avec une expression sérieuse, le directeur demande de qui il parle, le professeur répond, Zhu Shen. Dehors, le livre demande pourquoi le directeur l'aurait convoqué, mais notre héros n'en a aucune idée. Le livre note que le directeur est un vrai dur à cuire, alors le gamin espère que ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Tout d'un coup, une flamme mystérieuse s'allume dans la main du gamin, le prenant complètement par surprise. Le livre révèle alors que c'est la condition spécifique requise pour que l'un de ses désirs se manifeste. Un parchemin enflammé se matérialise, et le livre explique qu'un objet qu'il désire est à proximité et qu'il doit aller le chercher. Juste à ce moment-là, la voix du directeur l'appelle dans le bureau, le sortant de ses pensées. Notre protagoniste entre ensuite dans le bureau du directeur, appelé pour une discussion. Le directeur reconnaît le rapport physique du gamin, notant qu'il est proche du 2e rang, et semble discipliné. Cependant, il déclare brutalement que la chose la plus importante pour un orateur est l'argent, et pour cette raison, le jeune homme devrait simplement abandonner. Notre héros est stupéfait par cette déclaration et demande si le directeur lui dit d'abandonner. Le chef de l'école dit que les coûts sont trop élevés, et compte tenu de la situation financière de sa famille, il est préférable de simplement couper ses pertes maintenant. Il pense qu'il est préférable de concentrer les ressources limitées de l'école sur des étudiants plus prometteurs, et il propose de rembourser les frais de scolarité du gamin. Le directeur lui dit ensuite qu'il n'a pas besoin de revenir à l'école et attend la réponse de notre héros. À ce moment-là, le livre démoniaque apparaît, flottant silencieusement à côté de l'étudiant. L'entité annonce qu'elle a trouvé sa cible, pointant vers un cristal noir étincelant sur l'étagère du directeur. Le livre explique que, selon leur contrat, l'objet doit légalement appartenir au gamin avant qu'il ne puisse l'acquérir. Il a besoin de son diplôme pour rembourser sa dette, donc se faire expulser n'est absolument pas une option. Il se calme, réalisant que s'il peut simplement prouver qu'il est un atout précieux en montant en grade, ils ne le mettront pas à la porte. Alors le gamin demande au livre si c'est le moment d'encaisser cette récompense qu'il lui a promise plus tôt. L'entité devient nerveuse, une expression de crainte sur sa couverture. Il sait déjà exactement ce que le gamin est sur le point de demander. Avec ses yeux brillant intensément, il le confirme, la récompense qu'il veut est le propre pouvoir du livre. Le livre refuse catégoriquement, disant que son corps ne pourra pas le supporter, mais le gamin insiste, arguant qu'il ne peut pas se permettre de se faire expulser. Notre protagoniste soutient que s'il est mis à la porte, c'est game over, il n'aura jamais une autre chance, et le propre souhait du livre ne sera jamais réalisé, alors il lui dit de lui faire confiance. Avec un regard à faire cailler le lait, l'entité cède à contre-cœur à la demande du jeune homme. Le livre grommelle que quoi qu'il arrive ensuite, ce n'est pas son problème, alors qu'une flamme apparaît au-dessus de la tête du gamin. Un parchemin enflammé se matérialise avec les termes du contrat, et le garçon accepte immédiatement l'accord. Devenant impatient, le directeur demande à notre héros s'il y a autre chose. Mais l'élève demande une chose de plus, à savoir que son niveau soit testé à nouveau avant qu'une décision finale ne soit prise. Avec un soupir, le directeur accepte et tend la main pour le test. Alors qu'il se serre la main, le directeur note que le pouvoir du gamin semble plus fort que le niveau 2 indiqué sur le rapport, mais ce n'est toujours pas suffisant pour le faire changer d'avis. Notre protagoniste sait que c'est sa seule et unique chance, et même lui n'est pas sûr de la hauteur que son pouvoir peut atteindre. Dans cette optique, il se concentre, essayant d'extraire chaque once de puissance qu'il peut en ce seul instant. À cet instant, une aura bleue massive jaillit de leur poignée de main. Le directeur est laissé complètement sans voix, choqué au plus profond de lui par l'immense vague de puissance. L'explosion d'énergie s'intensifie, la simple pression dans l'air devenant presque physique. L'entité observe avec surprise, la puissance du gamin est encore plus grande que ce qu'elle lui a prêté. Complètement déconcerté, le directeur se demande comment son niveau de puissance a pu monter en flèche comme ça. Enveloppé d'une aura bleue, il révèle qu'il a atteint un niveau 4 complet et demande au directeur, « Alors, quoi maintenant ?» Le chef de l'école pense, un dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre, et appelle le nom du gamin. Dans un revirement complet, le directeur désespéré attrape le jeune homme et le supplie de représenter l'école au concours d'échange. Notre protagoniste est complètement déconcerté par le changement soudain de cœur du directeur de l'école. Maintenant assis, le directeur explique que s'il ne montre pas de résultats, le ministère réduira le financement de l'école. Il s'excuse pour le malentendu, et notre héros dit qu'il a compris. En guise d'excuse, le directeur propose de renoncer à ses frais de scolarité et d'augmenter son approvisionnement hebdomadaire en supplément. Il plaide ensuite, disant que la survie même de l'école dépend de la décision de notre protagoniste. Le jeune homme, réalisant la gravité de la situation, accepte à une condition, il veut le cristal noir du cabinet. Le chef de l'école explique que l'objet a été apporté de la ville du milieu et symbolise l'esprit de l'institution.
Cependant, le directeur dit que si l'école coule, cet esprit n'aura aucun sens, et accepte de lui donner le cristal. Son objectif étant atteint, notre protagoniste promet de faire de son mieux lors du concours d'échange. Le chef de l'école s'enquiert de son évolution, et le jeune homme invente une histoire sur une technique pour cacher son pouvoir. Le directeur gobe le mensonge, heureux que l'avenir de l'école soit entre de bonnes mains, ce que le gamin trouve amusant. La déléguée de classe est ensuite appelée, et le directeur lui dit d'emmener Zhu Shen dans la classe spéciale. La représentante le guide dans les escaliers, expliquant que le deuxième étage est réservé à la classe spéciale. Elle s'enquiert de sa relation avec le directeur, quand soudain le professeur de PS arrive en courant. Le professeur l'attrape et s'excuse, disant qu'il a essayé d'aider, mais le directeur ne voulait pas changer d'avis. La fille l'interrompt et explique que le gamin a en fait été transféré dans la classe spéciale. Elle termine en lui disant que le directeur veut le voir, et l'homme panique sachant qu'il est dans de beaux draps. On voit l'extérieur d'un bâtiment, les dortoirs. Allongé dans son lit, le protagoniste se dit qu'il doit monter de 2 niveaux en seulement 3 mois et demande l'aide du livre. L'entité l'avertit qu'il ne pourra pas utiliser son pouvoir pendant longtemps, et le jeune homme dit qu'il comprend. Le gamin pense qu'au moins il n'a pas été expulsé et qu'il peut obtenir des suppléments gratuits, il devra donc simplement monter de niveau progressivement. Cependant, il voit une dette sur son téléphone qui est due dans 5 jours et réalise qu'il a besoin de gagner de l'argent. Le protagoniste se prépare pour sa nouvelle classe. Là, nous voyons notre protagoniste dans son uniforme de classe, l'air un peu mal à l'aise. Il se retrouve ensuite dans un couloir qui ressemble à une usine désaffectée et se demande ce qui se passe. Soudain, quelqu'un l'appelle, attirant son attention. Regardant dans la direction de la voix, notre héros voit un homme lui faire signe de loin. L'homme fait signe avec enthousiasme à notre héros et lui demande de s'approcher. Il explique qu'il a remarqué son absence lors de l'appel et a pensé que le jeune homme s'était peut-être perdu. L'homme se présente comme étant le professeur de la classe d'élite, et le garçon est surpris par son calme. Le professeur révèle qu'il est le seul instructeur de formation restant car le nombre d'élèves a tellement diminué. Le professeur dit qu'il n'utilise plus que l'espace intérieur, et notre héros comprend l'anxiété du directeur. Mais Monsieur Zhang pose une main sur une porte et dit que les apparences peuvent être très trompeuses. Il ouvre la porte avec assurance, disant qu'il pense que cet endroit ne le décevra pas. Sur ce, l'instructeur accueille Zhu Shen dans la classe d'élite, qui est une immense salle d'entraînement. Le professeur explique que les élèves sont en séance d'entraînement libre pour s'exercer. Pendant que certains élèves s'entraînent, l'instructeur propose de présenter la nouvelle recrue à la classe. Le garçon est impressionné par l'environnement, qui ressemble à une salle de sport haut de gamme, et par la motivation de chacun. Cependant, en regardant de plus près, notre héros remarque que quelque chose semble un peu étrange. Le jeune homme se rend compte que, malgré le dévouement de chacun, l'atmosphère entre les élèves est très tendue. Juste à ce moment-là, Monsieur Zhang attire l'attention de tout le monde pour présenter son nouveau camarade de classe. Il présente Zhu Shen et espère que tout le monde s'entendra bien pour la compétition, et notre héros se présente. L'un des élèves doute que le nouveau venu ait de réelles compétences pour être dans la classe d'élite. Le tyran l'accuse d'être entré grâce à des relations et dit qu'il ne fera que tirer le reste de la classe vers le bas. Le professeur le défend, disant qu'il est entré par les procédures appropriées et leur dit d'arrêter de répandre des rumeurs. Mais avec un regard intimidant, le tyran lance un défi officiel pour un match de combat pour régler cela. Les autres sont choqués car un défi officiel implique la dignité de chacun et le perdant doit servir le gagnant. Une fille aux cheveux roses et un garçon blond ont remarqué l'agitation, et elles commentent le combat du nouveau venu avec Mei Winao. Le garçon blond se tourne alors et pose des questions avec curiosité sur le nouvel élève transféré. Le professeur explique qu'un défi n'est valable que si l'autre partie l'accepte, et il regarde notre protagoniste avec inquiétude. Cependant, notre héros accepte le défi tant que ce n'est pas trop risqué, pensant que c'est une bonne occasion de se tester. Dans le bureau du directeur, il est surpris par un appel inattendu. Le directeur est furieux au téléphone, demandant si on lui dit que Zhu Shen se bat contre quelqu'un. Le professeur explique au téléphone que Mo Wenao a lancé un défi officiel et que le nouveau venu a accepté. La foule d'élèves s'enthousiasme, encourageant les deux combattants alors qu'ils s'affrontent, prêts au combat. Le directeur pense que c'est une bonne occasion de voir la force du garçon et approuve le défi dans l'arène. Le professeur explique ensuite les règles, qui sont les mêmes que celles des compétitions, et avertit que personne ne peut interférer dans le combat. Le professeur confirme que les deux sont de rang E, étape 2, et que les attaques contre les zones vulnérables ne sont pas autorisées. Il interdit également tout mouvement fatal alors que les deux adversaires se mettent en position pour commencer le combat. De plus, il avertit qu'aucune vengeance personnelle ne sera tolérée une fois le match terminé. Enfin, il déclare qu'un coup au visage ou un abandon volontaire entraîne une perte pour le combattant. Une fois tout clarifié, l'instructeur donne le signal pour que le choc entre les deux élèves commence. Ma Wenao se précipite en avant, avec l'intention de frapper en premier et de prendre le nouveau venu complètement au dépourvu. Avec un seul coup de main, il s'attend à gagner le combat en un seul mouvement et à tout finir. Cependant, notre héros s'y attendait et bloque facilement l'attaque, laissant son adversaire surpris.
Choqué par la réaction rapide du garçon, l'agresseur lance immédiatement un coup de poing puissant. Mais le protagoniste esquive tous les coups de Mowenao avec une agilité impressionnante et calme. Il se fâche et se plaint que son adversaire ne fasse qu'esquiver comme une souris dans l'arène. Il se rend alors compte qu'il a besoin d'une stratégie pour restreindre les mouvements de notre héros. En colère, il crie au garçon à propos de son amour pour l'esquive et prépare une nouvelle attaque puissante. L'agresseur utilise ensuite sa technique de combat, le coup de pied éolien crocheté, pour frapper son adversaire. Jeté au sol, notre héros entend le tyran se réjouir, disant qu'il aimerait le voir esquiver sur le sol maintenant. Même au sol, le protagoniste n'est pas vaincu et se prépare à contre-attaquer son adversaire. Sur ce, le garçon se pousse fort du sol avec sa main, se lançant rapidement vers le haut. Du sol, il exécute un coup de pied rotatif surprenant qui frappe directement le visage du tyran. L'agresseur est sous le choc, ne s'attendant pas à ce que le nouveau venu connaisse également des techniques de combat. Trébuchant vers l'arrière, il essaie de garder son sang-froid, pensant que tant qu'il n'est pas frappé au visage, il ne perdra pas. Mais juste au moment où il pense avoir encore une chance, le poing de notre protagoniste touche déjà son nez. Le garçon demande alors calmement si un coup au visage compte et s'il a gagné le match. Sans voix, l'agresseur est complètement choqué et n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Le résultat étant décidé, l'instructeur déclare Zhou Shen vainqueur du combat. À genoux sur le sol, le tyran n'arrive pas à croire qu'il vient de perdre le défi officiel. Les autres élèves sont stupéfaits, commentant qu'ils n'ont même pas vu ce qui s'est passé, et que le nouveau venu est bien trop fort. Notre héros pense que le combat a été plus rapide que prévu et demande si l'autre a des plaintes. L'instructeur pense que le nouveau venu est un excellent espoir de combat, et comprend maintenant l'anxiété du directeur. Soudain, le directeur apparaît et félicite le garçon, laissant le professeur et le perdant très surpris. Le directeur de l'école demande alors à Zhou Shen de sortir un instant, car il a quelque chose à discuter. De loin, la fille aux cheveux roses commente à quel point l'élève transféré est super fort, et le garçon blond est d'accord. Avec un regard déterminé, il dit que quelqu'un qui est fort doit devenir l'un de ses subordonnés. Pendant ce temps, le directeur demande comment se sent le garçon, et il dit que ses camarades de classe sont très enthousiastes. Le directeur de l'école lui conseille de se concentrer sur l'entraînement, et le jeune homme pense à demander comment il peut gagner de l'argent. Sur ce, il demande au directeur s'il existe un moyen pour les élèves de gagner de l'argent rapidement. L'homme propose de l'aider avec ses dépenses, mais le garçon recule et dit qu'il posait juste la question par curiosité. Seul plus tard, il pense que contracter des prêts est puni et se demande où ailleurs il peut apprendre à gagner de l'argent. Juste à ce moment-là, une personne inconnue le salue, notre héros se retourne, confus. C'était le garçon blond qui complimente son combat. Quand notre héros demande qui il est, le blond lui retourne la question. Juste à ce moment-là, la fille aux cheveux roses apparaît et gronde son ami, Shang Jiaohui, pour avoir été si impoli. Elle se présente comme Sushioxia et dit que son ami est comme ça depuis qu'il est petit et ne veut pas faire de mal. La fille explique qu'ils sont ses aînés et propose de l'aider pour toute question qu'il pourrait avoir. Le blond déclare qu'ils sont maintenant une équipe de 3 et, en tant que leur chef, il prendra bien soin d'eux. Le blond demande ensuite quel mouvement il a utilisé et où il l'a appris, laissant notre protagoniste confus. Le blond est choqué que notre protagoniste ne sache pas ce qu'est une technique et notre héros dit que c'était juste un réflexe. Le blond dit que le mouvement était brutal alors que son adversaire ne faisait que se montrer. La fille dit qu'elle va expliquer. Elle explique que les techniques sont des mouvements spéciaux appris à partir de parchemins ou de pierres de mémoire. Le garçon révèle que la technique de Mowenao était de render, c'est pourquoi notre héros n'a pas pu la bloquer. Le protagoniste pense qu'avec une technique, il aurait une meilleure chance dans le tournoi et demande si elles sont rares. La blonde confirme et dit que le prix du marché pour une technique de rendez est de 500 000. La blonde propose ensuite de se battre pour montrer sa propre technique, et la fille dit qu'elle en a une aussi. Le garçon est choqué qu'ils aient des objets aussi chers et réalise que tout le monde ici doit être riche. Sur ce, il a une idée et pense qu'il peut leur demander comment gagner de l'argent facilement. Il demande un moyen rapide de gagner de l'argent, et la blonde suggère en plaisantant de braquer une banque. Mais après réflexion, il mentionne la zone des eaux noires, un endroit sans règles et avec des récompenses élevées. La fille le gronde pour avoir fait une suggestion aussi dangereuse au nouveau venu. Il dit qu'il plaisantait, car l'école interdit d'y aller, et quiconque est pris est expulsé sur le champ. Curieuse, la blonde demande de combien de plus il a besoin pour acheter la technique, et le garçon répond 300 000. Les amis sont choqués par le montant et réalisent qu'il n'y a aucun moyen qu'ils puissent l'aider avec autant d'argent. La blonde vérifie son solde, et la fille se plaint qu'elle est aussi fauchée, laissant notre héros plonger dans ses pensées. Pensant à la zone des eaux noires, le garçon décide que les grands mots exigent de grands remèdes. Après l'école, il se dirige vers Blackwater Street, l'endroit que ses camarades de classe ont mentionné. Avec son téléphone, il confirme sur la carte qu'il est arrivé à destination, la dangereuse zone des eaux noires. L'endroit n'est pas loin de chez lui, et il regarde le paysage désolé et ruiné devant lui. Il a changé de vêtements et demande au livre ce qu'il pense qu'il y a à l'intérieur. Ne recevant aucune réponse du livre, le jeune homme se demande si l'entité n'est pas là pour l'aider.
Mais il se rassure en se disant qu'avec son pouvoir de niveau 4, il peut s'échapper si quelque chose tourne mal. Pourtant, il doute qu'une terre de miracle puisse exister dans un endroit aussi abandonné. Juste à ce moment-là, il remarque des traces sur le sol, réalisant que quelqu'un est passé par ici récemment. Le protagoniste trouve alors un passage secret et trouve la découverte très intéressante. Il s'approche de la mystérieuse porte. Il est surveillé. Des silhouettes aux yeux rouges brillants le regardent alors qu'il entre dans le passage secret. Ardenir, notre héros, est complètement émerveillé par ce qu'il trouve de l'autre côté. Il découvre alors une ville souterraine animée et comprend que c'est la vraie zone des eaux noires.